Bonjour à tous, bienvenue dans Ça déraille, le podcast qui revient après une petite pause. Vous nous avez manqué et ce n'est peut-être pas réciproque, et je vous comprends parce que on a un plateau un peu dangereux ce soir. D'abord Jérémy Sakian, de retour après une retraite spirituelle de 3 mois dans le Vercors. Bonjour Jérémy. Johan, bonjour à tous, et c'est vrai, petite pause, ça fait 1 an et demi qu'on n'avait plus fait de podcast, donc léger entracte. Et puis nous avons Rémi Dos Santos qui a pris 8 mois sabbatiques pour faire le tour de l'Oise, du département bien sûr. Alors est-ce que c'est un beau territoire ? Ça vaut le coup, ouais. Si vous aimez la nature, les chevaux, la pluie, vous allez adorer. Je suis incollable maintenant sur les châteaux. Par contre, il y a un endroit où il faut pas aller, c'est Chambly. Il y a des gens bizarres. Ouais. Alors, pour ceux qui ne savent pas, évidemment, qui nous écoutent, nous avons l'un d'entre nous qui habite Chambly. C'est l'autre chauve à lunettes, voilà. Exactement. Tout simplement. Qu'on salue, bien sûr, puisqu'il nous écoutera, évidemment, comme toujours. Sinon, comment allez-vous depuis le temps ? La famille, les amis, toujours pareil. On a suivi le vélo un petit peu dernièrement. Est-ce qu'on a regardé la Vuelta ? Non ? Bah, mon enfant fait du Sinon, vélo, ça y est maintenant. Ah, et bon, sinon on serait pas là à ce podcast débrief de la Vuelta. Non, ma foi, ça pourrait difficilement aller mieux. Très content de vous revoir et très content de voir Rémi dans son chalet à Morzine-Avoria. Tout le monde est en vacances et toi t'as ton fauteuil de la mafia italienne que t'as récupéré, t'es au fond là, tu vas nous demander de l'argent à la fin de l'émission, mais on n'est pas là pour parler de ça évidemment, puisque on va parler de vélo, figurez-vous. Vous avez de la chance en plus parce que depuis que vous êtes partis, rien n'a changé, Rémi et Jérémy. Roglic gagne toujours la Vuelta, ça c'est bon. Godu est toujours le meilleur français sur les grands tours, ça aussi c'est validé. Et Mas est toujours sur le podium de la Vuelta. Donc à partir de là, c'est comme l'année dernière, comme l'année d'avant et encore avant. Ça n'a pas changé. Il y a aussi des petites choses dont on veut parler. Magnier qui gagne en Grande-Bretagne. On parlera d'Alaphilippe chez Tudor. On n'a pas parlé comme ça fait un petit moment. J'aimerais bien avoir votre avis. Et puis plein d'autres trucs. Est-ce que vous êtes prêts ? Ok. Du Tour des Flandres aussi ou... De quoi ? Non, je demandais si vous voulez qu'on refasse le débrief du Tour des Flandres aussi, puisque là... Et de Paris-Roubaix aussi en même temps. Et figurez-vous que Van Der Poel est champion du monde. Donc c'est l'heure d'assurer le tempo. Oui, mais grosse surprise. T'as fait une bonne sortie aujourd'hui, Papa va rentrer et puis il va aller faire du tempo maintenant, Donc 4e victoire de Primoz Roglic sur la Vuelta, ça vient de se terminer d'ailleurs avec un chrono où il a pris la 2e place. Et lui un petit peu de suspense quand même puisqu'il a été chercher le maillot rouge lors de l'avant-dernière étape de montagne, maillot qu'il a chippé à Ben O'Connor qui a bien lutté jusque dans la toute fin. Avez-vous douté déjà les gars un instant que Roglic récupère ce rouge ? Est-ce que vous avez pensé un instant que la Vuelta pouvait lui échapper, Jérémy ? C'est un bien grand mot. Disons que la décision de laisser un tel matelas à Ben O'Connor me semblait assez peu justifiée et justifiable. Maintenant, on doutait, non, on a rapidement compris qu'O'Connor était à l'agonie sur toutes les étapes de montagne, qu'il restait ce chrono aujourd'hui pour faire des différences. À partir d'un moment où il reprenait des secondes par poignée à chaque fois, non, on n'a pas douté. Rémi, est-ce que toi tu as douté ? Par contre, est-ce que tu as cru un moment que Ben O'Connor, ou peut-être même Enric Mas, mais bon, ça, il faut attaquer pour le savoir. Non, mais en tout cas, plus du côté de Ben O'Connor que Roglic a un petit peu de mal à récupérer ce temps perdu. Je pense, alors, comme Jérémy, globalement, comme Jérémy, j'ai jamais douté de la potentielle victoire de Roglic. Mais je voyais O'Connor quand même mieux résister. Et je suis étonné qu'il perde le maillot si tard, mais en même temps, en fait, Roglic a complètement couru à sa main. Donc, j'ai pas douté, mais je voyais un O'Connor plus solide peut-être pour rivaliser un petit peu plus. On a eu on a eu peu de surprises finalement à la fin avec la victoire de Roglic parce que c'était lui le patron. Jérémy, de cette Volta, il n'y a pas de contestation à avoir, outre le fait qu'il a dû récupérer ce temps sur Ben O'Connor. Derrière, pour les autres favoris, on a vu très peu de personnes le mettre en difficulté. À partir du moment où tu débutes un grand tour, sans Pogacar, sans Vingegaard, sans Evenepoel, s'il y a Roglic, de facto, il est favori. Donc on se doutait bien qu'il serait pas loin du compte s'il tombe pas comme il y a 2 ans, ou s'il lui arrive pas un souci, un Covid ou je ne sais quoi. Donc le voir gagner, oui, c'est la logique. Maintenant, quand on regarde les autres favoris, on y reviendra avec les déceptions, les points forts et puis les moins bons points. Il y en a qui ont été en dessous du niveau annoncé. Et puis c'était difficile de faire la diff sur un Roglic sur ce type de tracé aussi, parce que
Il y avait pas mal d'arrivées pour lui à sa main, il y avait ce chrono final. Il avait une grosse équipe à ses côtés, on y reviendra aussi, mais quand tu viens avec Lipovic, avec Martinez, avec Vlasov, c'est quand même difficile de te prendre un revers. Donc le scénario qu'on imaginait tous s'est produit, et puis Roglic, il avait aussi certainement l'envie de se racheter du Tour de France. On se rappelle que le Tour de France, il n'a pas pu se défendre jusqu'au bout, il n'a pas pu ramener le podium qu'il espérait. Il avait fait un Dauphiné plutôt intéressant et on s'était dit, tiens, sera-t-il en capacité de gagner un grand tour cette année? Bah, la réponse est oui. Et puis il y avait aussi cet objectif, ce double objectif, à la fois de faire oublier la Vuelta de l'année dernière où il avait dû finalement rester dans l'ombre de Sepp Kuss, alors qu'il aurait très certainement aimé faire plus. Et puis ça permet à la Slovénie de gagner les 3 grands tours. Et ça, c'est pas rien non plus. Rémi, toi aussi, tu as vu un Roglic taille patron. On parlait des autres favoris qui n'ont pas été au rendez-vous. Il y en a un qui va t'intéresser puisque Joao Almeida n'a pas été jusqu'au bout. Voilà, on n'a pas vu quelqu'un pouvoir le titiller, surtout sur ses arrivées. Souvent, c'était sur des dernières courses. C'est vraiment là où il est le meilleur. Non, pour toi, c'était Roglic ou rien d'autre. Non, il n'y avait pas de débat. Il n'y avait pas de débat. Il y avait un beau casting, mais il n'y avait pas un gros casting, très clairement. Jérém l'a dit, il n'y avait pas les 3 autres mutants, donc Roglic était de facto au-dessus. Il l'a montré. Il y a eu des déceptions chez les autres favoris, oui, mais très clairement. De toute façon, ça rejoint ce qu'on disait juste avant sur la question de Ben O'Connor. On n'a pas douté de la victoire de Roglic. Il a montré à armes égales qu'il était le meilleur en montagne par rapport à tout le monde. Et puis voilà, et en plus il a fait des différences sur les 2 chronos, le premier et le dernier. Même si Joao Almeida n'avait pas été malade, il n'aurait rien pu faire. Il aurait peut-être joué le podium, mais pas plus. Et donc non, il y a rien à dire sur cette victoire. Elle est logique, elle est pas surdominante comme l'a fait Pogacar sur le Giro et le Tour, mais parce qu'en même temps, c'est impossible de faire ce qu'a fait Tadej sur le Giro et le Tour. Mais c'était inéluctable et c'est logique que ce soit arrivé. Et d'ailleurs, j'ai une petite question par rapport à ça. On parle de Pogacar, on fait une comparaison, avec Vingegaard aussi. Est-ce que, avec cette victoire dans la Vuelta, vu qu'il n'a pas été à la fin, jusqu'au bout de son Tour de France, est-ce que ça vous le remet dans la course à la lutte avec ces deux-là, Jérémy? Est-ce que tu le vois avec cette victoire revenir, peut-être pas au même niveau, mais en tout cas, pourquoi pas lutter, je ne sais pas, sur un prochain Tour de France? Tellement au-dessus, les deux. Ce qu'a fait Pogacar cette année, je sais pas si on s'en rend bien compte. Le gars, non. il arrive sur l'estradé, il dit je vais attaquer à 50 km de l'arrivée, il attaque, il gagne. Il enchaîne sur Liège. Il dit je vais attaquer dans la Redoute, il attaque, il gagne en solitaire. Et puis il dit je vais faire le Giro, il gagne en fumant le cigare, en attaquant des fois sur des étapes qui n'étaient pas propices, parce qu'il a attaqué sur des étapes de transition. Et derrière, il écrabouille le Tour, mais dans des proportions qu'on a quand même rarement connues. Le gars gagne 6 étapes, il plie l'affaire au bout presque du 4e jour, puisqu'on avait tous compris au Galibier qu'il devenait le grand favori. Et à côté de ça, t'as un Vingegaard qui est quand même pas passé loin de la catastrophe absolue sur le Tour du Pays Basque au mois d'avril, et qui se débrouille quand même pour faire 2e du Tour, pour prendre une étape à la pédale à Pogacar, et qui est quand même loin d'être ridicule sur le Tour de France. Et je pense que le fossé entre Pogacar, Vingegaard et les autres, il est immense. Mais même avec Remco à 100%, et même avec Roglic à 100%, le Tour de France, il ne va pas dans la même catégorie. T'as des poids lourds et t'as des poids plumes à côté. Et malheureusement pour eux, Evenepoel et Roglic sont dans la catégorie du dessous. Ils sont au-dessus des autres. Mais ils sont tellement loin des 2 extraterrestres que pour moi, cette Vuelta ne change rien. Ouais, c'est le premier des autres. Juste avant, il y a Rosé Ramias qui dit bonsoir, non, il est trop vieux, en gros. Voilà pour Roglic. Vas-y, Rémi, tu voulais répondre là-dessus? C'est-à-dire que Roglic, hormis la Vuelta 2019, il bat jamais Pogacar. Et il bat un Pogacar qui fait quand même 3 victoires d'étape, fait 3e de la Vuelta derrière Valverde. Et d'ailleurs, fait une dernière semaine qui est monstrueuse. Tu sentais les prémices de ce qui allait se passer, de ce qui s'est passé depuis, tout simplement. Mais c'est la seule fois où Primoz remporte un grand tour avec Pogacar. Il n'a jamais gagné avec Vingegaard. Bon, en même temps, ils étaient dans la même équipe, c'était pas évident. Donc du coup, non, tu peux pas le mettre au même niveau. Et Jonas, aujourd'hui, est bien meilleur. Alors,
En plus, l'âge fait que il a 7 ans de plus que Vingegaard, 9 que Pogacar, donc évidemment, il est plus sur ces dernières années. Il est le troisième ou quatrième homme selon l'état de forme par rapport à Remco, mais il est beaucoup trop loin de Vingegaard et Tadej. C'était une Vuelta au rabais pour vous par rapport aux favoris. Jérémy, est-ce que tu as trouvé que c'était une Vuelta un peu au rabais? Donc Roglic a dominé une concurrence trop faible? Non, pas vraiment, je te vois hocher la tête. La Vuelta, c'est jamais au rabais. La Vuelta, c'est la revanche de ceux qui ont perdu sur le Tour. À quelques exceptions près, puisque Froome a fait le doublé il y a quelques années de ça. Mais la Vuelta, c'est un peu le rendez-vous des perdants. Alors, je parle même pas du plateau de sprinter, parce que le plateau de sprinter, On en parlera plus tard. chaque année, c'est quand même le vide absolu. Mais ça te permet quand même de finir la saison sur une bonne note. C'est quand même un grand tour qui, en termes de prestige, c'est vrai, est en dessous du Giro et du Tour, mais au palmarès, ça fait un grand tour. Et quand tu regardes les concurrents au départ, rien que sur le papier, hein, tu as quand même une équipe UAE qui vient avec Adam Yates, qui vient avec Almeida, Oui. tu as Roglic qui vient avec une équipe monstrueuse, on l'a dit, tu as Enric Mas, tu as Richard Carapace, tu as David Gaudu côté français, Mikel Landa. tu as Carlos Rodriguez, enfin tu as quand même tous les protagonistes habituels, excepté les trois monstres. Et les trois monstres, ils sont pas là pourquoi? Parce que Vingegaard, il peut pas non plus enchaîner comme un cochon après la chute qu'il a connue. Et Pogacar, il allait pas gagner les 3 grands tours. Et donc, à un moment donné, il faut aussi savoir viser les objectifs. Remco a fait des doublés aux Jeux Olympiques. Et puis on a bien vu là sur sa rentrée au Tour de Grande-Bretagne qu'il avait besoin de couper. Oui. D'ailleurs, on parle de grand tour des perdants. Ça veut dire que Roglic a été souvent perdant dans la saison. C'est vrai qu'il était plutôt malchanceux puisqu'il a 4 victoires au général. Il égale donc Roberto Heras, même si c'était une autre époque. 2 maillots par point aussi, du classement par point aussi. Pour Roglic en plus. 12 victoires d'étape. Heras n'en est qu'à 10. Question très simple, Rémi. Est-ce le meilleur coureur de la Vuelta de tous les temps, j'ai envie de dire? Si on s'arrête au côté strictement palmarès, oui, j'ai même envie de dire encore plus parce que moi j'ai 15 victoires d'étape sur la Vuelta dans mes stats. Peut-être que j'en ai oublié une ou deux, comme si par-ci par-là. Moi, je m'étais arrêté à 12, mais peut-être que j'ai oublié celle de. Peut-être pas compté 2024 puisqu'il en gagne 3. Tout à fait, c'était pas encore à jour quand j'ai regardé, ce n'est pas terminé cette Vuelta. Tu as raison. Donc oui, c'est quand même Monsieur Vuelta, puis surtout il les gagne en 5 ans. Oui, il y a le podium l'année dernière, bon, qui, on va dire, il compte pas vraiment parce qu'on a figé les positions et je pense que de toute façon, c'est pas lui qui l'aurait gagné, il aurait été battu par Jonas. Et 2022 où il abandonne le duel avec Remco. Mais sinon, ça fait 5 ans de suite qu'il s'aligne sur la Vuelta et qu'il est au pire sur le podium. Donc oui, c'est un rendez-vous de revanchard et Primoz a cette faculté à rebondir à chaque fois. Il l'a fait après le Tour 2020 en enchaînant Liège et la Vuelta. Il l'a fait en 2021 en enchaînant le chrono des Jeux, puis la Vuelta encore. Donc il a toujours réussi à se relever. C'est vrai qu'il n'avait pas gagné les 2 dernières éditions après avoir enchaîné 3 d'affilée. Mais là, oui, il assoit pour moi son statut de meilleur coureur de la Vuelta. Surtout que je pense que malgré tout, il avait une adversité qui était plus haut niveau que ce que n'avait Heras au début des années 2000. Il n'y avait que des Espagnols à l'époque. Toi qui aimais cette époque, Jérémy, notamment c'est l'équipe de Roberto Heras, toi qui as adoré toutes ces chaudières. C'est fort d'eau. Hein. Non, mais bon. Non, mais je suis très mal à l'aise. Je suis très mal à l'aise de comparer avec Roberto Heras. Pour la simple raison déjà que Roberto Heras, il faut quand même savoir que cette 4e Vuelta, d'abord on lui a enlevé. Ah oui, on l'a donné à Menchov, puis on lui a rendu parce que vice de procédure, etc. Bon, puis Menchov est russe. Hein. Il s'est quand même, voilà, Pierrot Roberto Heras, il s'est quand même fait gauler. Il faut quand même dire les choses. Donc, bon, ça va. Pour moi, Roberto Heras, des Vuelta, il en a plutôt 3 que 4. Après, officiellement, sur le papier, ça fait 4. Oui, je préfère considérer que Primož Roglic, effectivement, est le grand homme de la Vuelta. Après, il y a quand même quelque chose par rapport à Roglic. Et ça, il n'y peut rien. C'est qu'à part cette Vuelta 2019 avec Valverde, avec Pogacar, à part ce duel avec Carapace, mais on n'a jamais vraiment cru que Carapace allait le déboulonner, il n'y a pas eu de joute avec des très grands. Tu vois, il n'y a pas eu, tu vas me dire, on revient toujours à la même chose, mais il n'y a pas eu cette Vuelta 2012. Ouais. Il n'y a pas eu la remontée de Contador face à Rodriguez, face
face à Valverde, il n'y a pas eu ce duel. On en pense qu'on en pense, hein, mais il n'y a pas eu ce duel Kobo-Froome en 2011, à Peña Camarga, où les mecs se doublent, se redoublent. Moi, quand tu me dis Roglic la Vuelta, il n'y a pas de grand moment fort qui me vient. Il n'y a pas de victoire tape à l'œil, il n'y a pas de grand duel. Alors oui, il les a alignés, il a été propre, mais il me manque peut-être ce petit surplus d'émotion. Et de là à dire c'est le plus grand de l'histoire, il y a peut-être eu dans le passé des gars qui ont gagné des victoires de manière complètement dingue. Tu vois, Contador est à 3, Contador a été gaulé aussi, j'en conviens, mais je suis plus marqué par ce qu'a fait Contador, je suis plus marqué par le doublé Tour Vuelta de Froome que par Roglic. Mais factuellement, quand tu as ces chiffres-là, tu peux que t'incliner. Ouais, t'es pas marqué par Tony Rominger non plus, hein, qui a dû gagner aussi, je pense, de manière spectaculaire. On l'adore évidemment, on adore la Suisse, bisous à eux. Tu vois, Mais, on parlait des races. Ouais, On parlait des races, yo. Tout le monde se rappelle de la Vuelta 2003. bien sûr. De Nozal, De qui Nozal, tire le ouais. chrono l'avant-dernier jour, de Nozal qui attaque tout seul, même son équipe comprend pas pourquoi sur le Pampa, critérium du dernier jour. Ça, c'est des trucs qui marquent l'esprit. Bon, moi, Pro Primož Roglic, j'adore, hein, j'ai regardé, il m'a impressionné, mais je suis pas béat devant la télé, quoi. Ouais, tout ça pour mettre Contador devant. On le sait, on a compris ta pensée. Euh, on va essayer d'enchaîner parce qu'on a beaucoup parlé de Roglic. Et figurez-vous qu'il y avait d'autres coureurs sur cette Vuelta, notamment Ben O'Connor qui termine donc deuxième. Alors, question, parce que voilà, on a longtemps cru qu'il aurait pu tenir avec ses 6 minutes d'avance, un petit peu moins. Mais surtout, la question, est-ce que AG2R a eu la bonne stratégie de bout en bout, parce qu'on a vu qu'il ne pouvait pas faire mieux voilà, pour Ben O'Connor. On a vu Félix Gall des fois faire sa course, notamment en deuxième semaine, parce qu'on ne savait pas trop sur quel pied danser au niveau des Decathlon AG2R. Qu'il soit là, c'est très beau, c'est le meilleur résultat de sa carrière pour Ben O'Connor, il n'y a rien à dire. Il a fait le coup du siècle lors de la première semaine. Maintenant, j'ai envie de dire, est-ce qu'il aurait pu faire mieux, ou est-ce que son équipe aurait pu faire mieux? Rémi, tiens, on va commencer avec Rémi. Alors déjà, tu l'as dit, il faut saluer quand même la performance de Ben O'Connor qui a résisté au retour de masse, qui finit deuxième de ce grand tour, c'est magnifique. Il a gagné et porté le maillot rouge plusieurs jours, pendant 2 semaines, et du coup il a gagné sur les 3 grands tours désormais. Donc voilà, il fait partie des seniors, c'est un de plus dans la liste, donc ça c'est à respecter. Je pense que Decathlon pouvait faire beaucoup mieux. Exactement, très bon livre. Très bon livre. Le placement tu as une superbe dédicace dedans. Ah là là, super. Tu ne peux pas la dire à l'antenne. Oui, il a montré un livre, voilà, tout à fait, pour ceux qui nous écoutent, bien sûr, en audio. Oui, pour ceux qui nous écoutent, ouais, il a montré le livre Les Seigneurs des Grands Tours, écrit par Pierre Amiche. Excellent livre. Non, mais ça va, c'est bon. Allez, laisse Rémi parler. Bref, l'instant. Je pense que Ben O'Connor a mal couru, au moins au début. Ah. À partir du moment où il a été maillot rouge, je pense qu'il s'est mis beaucoup de pression. Déjà dans ses paroles après avoir pris le maillot, il avait l'air de se mettre énormément de pression, notamment par rapport à Roglic, qui était évidemment l'épouvantail de ce tour. On lui posait des questions par rapport à Primož, il avait 6 minutes d'avance et tout. Et dans ses mots, dans sa manière de répondre, il semblait très nerveux et en même temps, il avait des mots un peu arrogants, on va dire. Donc j'ai l'impression qu'il n'a pas pris la chose de la bonne manière. Après, attention, hein, c'est pas facile à faire. Il n'a pas l'habitude non plus. On tire pas sur lui. Et après, dans un autre côté, Decathlon, j'ai l'impression qu'ils sont un peu roulés à l'envers par moments. Des moments, ils étaient à l'avant alors qu'ils n'avaient pas forcément peut-être à faire le tempo. Et inversement, parfois, ils avaient l'air pas là et personne n'était là pour aider Ben. Tu l'as dit, Félix Gall, parfois, il était dans l'échappée. Il faisait sa course tout seul alors que 2 mecs dans le top 10, ouais, c'est très bien, mais ce qui compte, c'est d'essayer de garder le maillot rouge quand tu l'as. Donc, j'ai pas l'impression qu'ils ont fait ce qu'il fallait, alors que le casting était très beau. Hein. Il y avait Geoffrey Bouchard, il y avait Valentin Paré-Pinte, Victor Lafay, Félix Gall, on l'a dit. Il y avait une très belle équipe du côté des Decathlon AG2R, mais je pense qu'il y avait vraiment mieux à faire. Bon, Jérémy, t'en penses quoi de tout ça? C'est vrai que ça aurait été difficile finalement de gagner cette Vuelta parce que l'écart est assez grand. Maintenant, on est autour de 2 minutes. Donc 2 minutes, c'est pas rien. Mais est-ce qu'il y a un regret? On peut avoir un regret du côté des Decathlon AG2R sur quelque chose? Alors, je pense que Rémi a tout résumé, qu'il n'y a pas de regret parce que c'était pas possible de gagner cette Volta face à ce Roglic-là. Et il y a eu des fautes, mais ça fait aussi partie de l'apprentissage. Bon, l'année prochaine, Ben O'Connor ne sera plus là, donc on ne pourra plus les rééditer. Mais oui, quand je voyais Félix Gall terminer 30 secondes devant Ben O'Connor, alors que Ben O'Connor était en rouge, quand on voit où termine Félix Gall à la fin de cette Vuelta,
Ouais. Ça pose question. Moi, tu connais mon état d'esprit. Je fais toujours partie de ceux qui pensent qu'il est préférable de tout faire pour essayer de gagner au risque de tout perdre. C'est-à-dire que pour moi, c'est mieux de tout tenter pour gagner la Vuelta, quitte à finir 50e et 75e, plutôt que d'assurer une place de 6 ou une place de 7. Parce que ça marque pas les esprits. Bon, à l'arrivée, ils ont peut-être couru à l'envers sur certaines étapes, mais ils font quand même deuxième. Donc qu'est-ce que tu veux redire? Et en plus, ils gagnent une étape. Donc, prestation solide quand même, on va le dire, des Decathlon Ah G2R, oui, avec ah, ouais, Oui, quand même. avec un coup de génie, bien évidemment. sûr. Tiens, tu parlais de ceux qui ont du panache, Mas, Carapace qui finissent derrière. Est-ce que vraiment on a envie d'en parler ou parce que bon, oui, non. Moi, j'ai pas Ah, grand-chose à dire sur eux, évidemment, parce que Mas, oui, t'adores. Mas, je vais laisser Rémi en parler évidemment, mais Mas, il est en train quand même de faire une carrière autour de cet objectif, de tourner autour. Et il y a plein de coureurs qui s'est arrivé dans l'histoire, qui avaient un objectif, qui étaient focalisés dessus, qui l'ont titillé, et qui sont jamais arrivés. Et moi, je m'inquiète pour Henrik Mas, parce que j'ai pas l'impression qu'il régresse, mais j'ai pas l'impression qu'il progresse. Et tous les ans, j'ai l'impression qu'on se satisfait de ce podium. Bon, bah, il fait troisième, il aurait pu faire deux. Dans les faits, c'était le deuxième plus fort, etc. Mais à aucun moment, t'as cru qu'il pouvait gagner. Et avec Henrik Mas, c'est un peu toujours la même histoire. Quand il était chez Quickstep et qu'il fait deuxième de la Vuelta, on s'est dit, bon, bah, ce gars-là, d'ici quelques années, il peut devenir monstrueux. Là, il y avait un spot, puisqu'il y avait que Roglic à battre, finalement, parmi les top coureurs mondiaux. Et il l'a loupé. Ouais, ça commence à dater pour lui, hein, cette deuxième place de la Vuelta. Il a du mal à passer le steps au-dessus. Alors, Rémi, tu veux parler de quelqu'un, Mas, Carapace, non, quelque chose à rajouter? Carapace, je comprends vraiment pas comment il court. Déjà sur le tour, hein, il était à l'attaque tous les jours. Alors oui, il est récompensé par le maillot à poids, mais bon, quelle valeur aujourd'hui a le maillot de meilleur grimpeur voilà, surtout quand t'as un Ah, attends, Pogacar qui gagne attends. 6 Sur étapes. le tour, sur le tour, il a quand même porté le jaune et gagné une étape aussi. Il n'y a Oui, pas que le maillot à poids. ouais. Il gagne, oui, c'est vrai, pardon. Il gagne une étape et c'est vrai qu'il y a ce jour en jaune, on le compte. Il compte pour Romain Bardet, alors il compte pour Richard Carapace, c'est vrai. Mais cette manière d'attaquer toujours à contre-temps, je la comprends pas. Vraiment, Richard Carapace, je sais pas comment il court, mais le mec attaque 5 minutes après tout le monde. Alors il revient, oui, d'accord, mais derrière il est cramé et il peut pas finir. Enfin, ça n'a aucun sens. Et pour Henrik Mas, bah, oui, ça commence à faire. Il a 30 ans au mois de janvier prochain, donc il n'est pas cramé, mais ça commence à se rapprocher évidemment. Il gagne pas une étape. Il gagne pas une étape cette année sur cette Vuelta. Il fait 4 ou 5 top 5 en étape. Ça paraissait le plus fort en montagne avec Roglic, évidemment, mais il n'a jamais réussi à le battre. Et ne serait-ce que gagner une étape, ça aurait sauvé son tour. Au final, il est troisième, il finit même derrière Ben O'Connor. C'est un peu gênant, quoi. Parce que, ouais, comme le dit Gérard, son objectif, c'est ça, c'est la Vuelta. On voit toujours, il fait toujours le Tour de France pour se préparer pour le Tour Ouais. d'Espagne. Il n'existe pas sur les 3 semaines de la Grande Boucle. Puis derrière, il est là, mais il fait toujours que le podium. L'année prochaine, je crois que Pogacar, il est censé venir. Donc déjà, tu peux rayer 2025 de l'équation. Ça va devenir compliqué. Et il n'y a pas beaucoup de victoires, hein. Déjà, je crois qu'il a qu'une victoire, hein, sur la Vuelta, non? Je pense que c'est pas l'année Si je de dis pas Remco, de non, bêtises. c'est pas l'année de la victoire de Remco qu'Henrik Mas remporte. Faudrait vérifier. Peut-être que dans On le va chat. vérifier. Mais ouais, c'est compliqué. Vraiment, c'est très compliqué, Enric Mas. Et bah, c'est un peu un des talents gâchés de cette génération, hein. Bah, tu vois, moi, je commence à me poser la question. Je me pose la question, est-ce qu'il n'est pas finalement au maximum de son potentiel? On l'a annoncé très vite comme un gros crack, mais les gros cracks qui arrivent aujourd'hui, on les voit. Alors bon, ils vont tous chez UAE et effectivement, bah, au fil du temps, il commence à y avoir des doutes. Mais tu vois, un Pablo Torres, là, qui met 4 minutes au deuxième sur le collet des Finestrés sur le Tour de l'Avenir, là, je me dis, il y a peut-être un talent indéniable. Alors, Juan Ayuso, quand il arrive, tu te dis, lui, peut-être qu'un jour. Henrik Mas, on se l'est dit 1 an, 2 ans, là, on se dit, bah, il plafonne en fait. Tiens, Mm. alors j'ai été voir les statistiques. Le saviez-vous, Henrik Mas a 6 victoires en carrière déjà. C'est pas énormément, même si c'est un coureur de grand tour et de classement généraux. Il a gagné en 2018, voilà, une étape sur Ah le ouais. Tour d'Espagne, la 20e étape. C'est la première année où il fait tout. Tout à fait, là où il fait le podium. Depuis, tu as 3 podiums sans la moindre victoire d'étape. Juste ça, c'est scandaleux. Et il a gagné quand même le Tour de Guangxi quand même en 2019, il faut le rappeler On et le, respecte. et le souligner On que respecte. ça reste une course World Tour et une course le World Tour de plus que les Français, nos amis les Français. Tiens, on y vient directement. Bam, Godu juste derrière, avant le chrono puisqu'il a perdu une place. David Godu, 6e de ce Tour d'Espagne.
Grand tour encourageant, est-ce qu'on a... Ça y est, on va revoir David Gaudu parce qu'on l'a quand même pas mal critiqué, il faut le dire, ces derniers temps, parce qu'il a été transparent lorsqu'il y a eu des grands rendez-vous. On pensait que voilà, ça allait être compliqué. Le leadership avec Martinez aussi, où c'était compliqué au sein de son équipe. Mais là, David Gaudu, il est revenu, il a lutté avec les meilleurs dans la 3e semaine, il faut le dire, parce que les premiers jours étaient plutôt compliqués. Jérémy, est-ce que tu es hypé par David Gaudu qui est de retour au premier plan ou pas? C'est vraiment ça qui me rassure, c'est sa 3e semaine. Ouais. Un chiffre, ça peut vouloir tout et rien dire. Donc 6e, tu as des 6e de grand tour qui ont été transparents, qui ont fini à 25 minutes et qui doivent leur place à une échappée fleuve, etc. Gaudu n'a pas bénéficié de ça. Par contre, en 3e semaine, sur quasiment toutes les arrivées, pas celle d'hier, on l'a vu batailler avec les meilleurs, sans complexe. Je l'ai vu passer des relais à Roglic, à Henrik Mas. Je l'ai vu accélérer, je l'ai vu essayer. Il finit devant Henrik Mas, c'est quoi? C'est sur l'étape de vendredi. Il finit, Roglic gagne. Ouais, il fait 2e derrière et c'est pas la première fois qu'il finit devant Henrik Mas notamment. Il a été plutôt bon. Et ça, c'est rassurant. En fait, tu as l'impression que s'il y avait eu une 4e semaine, Gaudu se battait pour le podium, finalement. Tu vas me dire avec des si. Non, c'est quand même important quand on se rappelle d'où il vient, quand on se rappelle de son Tour de France. Je pense que lui aussi est rassuré. En tout cas, c'est ce que j'ai entendu de ses quelques interviews. Il apprécie la Vuelta, il apprécie les conditions de course de la Vuelta, les cols qui sont proposés. Et je pense que c'est quelqu'un qui marche aussi un peu à l'affect, à la confiance. Et bon, il a eu des pépins physiques, il faut quand même pas l'oublier. Et moi, je ne l'attendais pas à ce niveau-là sur la Vuelta, très clairement. On aurait pu imaginer un Gaudu qui se bat pour une place de 10, qui essaye de recoller petit à petit. Non, là, il a fait un grand bond en avant. Donc oui, c'est prometteur pour la saison prochaine. Maintenant, ne pas s'enflammer non plus. Parce que je me rappelle de son Paris-Nice l'année dernière, où il s'intercale entre Pogačar et Vingegaard. Et on s'était tous dit, alléluia, c'est la fête, il joue la victoire sur le Tour. Et depuis, on sait ce qui s'est passé. Ah, mais tu connais les Français, quand ils performent sur la Vuelta, derrière, ça va beaucoup mieux. On l'a vu par le passé, même dans son équipe avec des coureurs. Rémi, toi, est-ce que tu es confiant pour la suite pour David Gaudu ou c'est plutôt calma chez toi? Non, je suis quand même confiant. Ça veut rien dire non plus. Peut-être que l'année prochaine, il sera pas à nouveau, il rentrera à nouveau dans le rang. En tout cas, il décevra comme il l'a fait les derniers mois. Mais on peut regarder ça que d'une manière positive. Jérémy l'a dit, la 3e semaine de Gaudu est très solide. Il a été avec les meilleurs sur les grosses étapes de montagne. Il a remonté au classement sans bénéficier d'une échappée. Donc voilà, il s'est battu. Il a été très solide. À voir évidemment. Il faut que ce soit confirmé. Mais ça peut lui redonner évidemment confiance. Ça s'est vu sur la course. Ça peut aussi redonner confiance à l'équipe et pour repartir sur quelque chose l'année prochaine où il sera peut-être à nouveau peut-être secondé de la bonne manière et avec la possibilité de faire un petit peu mieux. Je reste mesuré quand même parce que c'est que entre guillemets une 6e place, mais il est rassurant et intrinsèquement il est à sa place. Mais vu que ça faisait 18 mois qu'il n'avait pas montré grand-chose, ça fait plaisir. Oui, c'est vrai. On l'a vu être avec les meilleurs, même attaquer. Donc ça veut dire que voilà, David Gaudu au moins a repris un petit peu de confiance et on sait, de toute façon, on savait qu'il avait un beau potentiel, mais on sait de quoi il est capable, en tout cas sur certaines périodes. Juste avant de faire pour les bons, les mauvais points, Van Aert, on peut peut-être parler 2 secondes de Wout Van Aert, qui a encore chuté, malchanceux. Il allait tout droit vers maillot de meilleur grimpeur, pardon, on n'est plus sur le Tour de France. Maillot de meilleur grimpeur et maillot du classement par points. Et finalement, encore une chute et c'est sa saison qui est complètement cramée puisqu'il ne courra pas jusqu'à la fin de la saison. Pas de championnat d'Europe. Enfin voilà, c'est terrible saison, Jérémy. Je te vois être d'accord avec moi. Oui, je sais. Qu'est-ce qu'on peut faire? Là, c'est... Même pas de mots pour ce que vit Van Aert. Il a fait quasiment une croix sur la saison de cyclocross à l'intersaison. Je dis quasiment, il a fait quelques crosses, mais sans avoir l'air de trop y toucher, pour jouer les 2 monuments pavés. Bon, il se gaufre à travers la Flandre, il peut pas disputer ses chances sur les 2 monuments. Il avait prévu de faire le Giro, il peut pas y aller non plus. Donc il se remet en lice pour le Tour. Bon, il fait un tour que je qualifierais pas de quelconque, un tour honnête, mais un tour qui lui permet pas de repartir avec le sentiment du devoir accompli, déjà parce que Vingegaard ne gagne pas, puisque lui ne gagne pas d'étape, on part sans le maillot vert, enfin bon, c'est un tour qui restera pas dans les annales pour lui. Et puis là,
Magie ou pas, non, c'est pas de la magie, c'est du talent, c'est du travail, c'est un champion. Il revient sur la Vuelta, il gagne 3 étapes. Il fait plus que gagner 3 étapes, puisque tu l'as dit, il aura ramené le maillot à pois bleu et le maillot vert sans difficulté s'il n'était pas tombé. Puis le jour où il tombe, il est dans l'échappée. Tu vois un Van Aert qui renaît, tu vois un Van Aert qui est sélectionné pour les championnats d'Europe, tu vois un Van Aert qui retrouve la pleine possession de ses moyens à une période capitale, puisqu'il y a les mondiaux qui s'annoncent. Et là, tu te dis, enfin, la roue va tourner. Bah non, il se fait embarquer dans une descente, c'est même pas de sa faute, il tombe derrière, il était déjà tombé 100 km avant sur cette étape-là. Quand t'as la merde au cul, je l'explique pas. Souvent on dit oui, les coureurs les plus adroits tombent jamais, il faut aller faire du cross, il faut aller faire du VTT. Bon, c'est difficile de dire ça à Van Aert. Ça fait plusieurs saisons maintenant que ça tourne mal pour lui et j'espère vraiment de tout mon cœur qu'un jour la chance tournera parce qu'il mérite plus. C'est vrai, parce qu'on parlait de Henrik Mas, de coureurs qui sont peut-être passés à côté de quelque chose. Van Aert, quand on fera le bilan plus tard, on sera très vieux, de Van Aert, j'espère qu'au moins on aura quelque chose à dire de positif. Je finis là-dessus, mais ce qui est terrible par rapport à Van Aert, c'est que c'est un coureur qui a vraiment marqué sa génération. Sur les 5-6 dernières années, si tu dois sortir 5 coureurs, tu es obligé de citer Wout. C'est vrai. Et au final, tu regardes son palmarès. Alors ouais, il y a des étapes sur les grands tours. Ça, c'est vrai. Il en a claqué à l'appel. Il a un Milan-San Remo. Il a 3 titres de cyclocross. Mais c'est tout. Et si il y a un énorme et si en fait avec Van Aert. Ah bah là oui, on n'avait pas fait, je crois que si on avait fait un top 10 sur les et si jamais il avait gagné quelque chose, un truc comme ça, je pense que il a beaucoup de victoires. Hein. Il a l'Amstel, il a l'Estrade Bianche, il a le Grand Wevelgem, Grand Prix O3, etc. Mais des victoires marquantes. Ouais. À part San Remo. Pas au niveau de son talent d'un mec qui devait rouler sur le cyclisme de sa génération avec Van Der Poel, voilà. Donc c'est vrai que bon, ce n'est pas terminé. Évidemment, on va lui souhaiter un prompt rétablissement. Il va revenir. 2025 sera peut-être son année. On lui souhaite. En attendant, on fait les bons et les mauvais points de cette Vuelta 2024. Alors j'en ai noté pas mal. Je vais d'abord vous demander votre bon point, puis après on pourra discuter autour de ça. Rémi, tiens, on commence par toi. Quel bon point tu veux, enfin, qu'est-ce que tu as préféré, aimé autour de ce qu'on a dit, bien sûr, à qui tu veux donner ton bon point de cette Vuelta? Moi, je vais le donner à la Cairn Pharma. Ah, c'est bizarre. Parce que qu'est-ce qu'il y a à dire de plus que 3 victoires magnifiques, le doublé de Castrios, la victoire de Beradé, voilà, petite équipe, mais que des belles victoires sur des étapes difficiles. En allant à chaque fois les chercher. Enfin, Castrio, il gagne au Couto Negro et à Manzaneda. Donc, à chaque fois, des arrivées en côte. Franchement, non, c'est vraiment beau. La Cairn, en plus, c'est vraiment une équipe qu'on voit surtout que sur les courses espagnoles. Donc, ils n'ont pas non plus énormément de possibilités de se montrer sur les grosses courses en dehors du pays. Et là, ils jouaient le coup à fond. Et ouais, c'est magnifique. Bon, moi, je me méfie toujours un petit peu de ces équipes. J'espère que Cairn Pharma ne sera pas Cairn Pharmacy, si vous voyez un petit peu le jeu de mots. Je sais qu'on n'a pas l'habitude de parler de dopage ici, j'en parle pas, mais c'est juste que... Jamais. Non, mais 3 victoires sur un grand tour devant des plateaux comme ça, je me dis toujours, avec Castrio, il va quand même chercher des victoires qui sont magnifiques. J'espère juste, voilà, ce que je dis, c'est qu'ils vont reconfirmer derrière. Ils vont reconfirmer derrière. Il sort pas de nulle part non plus. Alors, si tu vas me dire, ça vaut ce que ça vaut, mais tu vois, j'ai le souvenir de lui l'année dernière. Il dit, on les voit qu'en Espagne. Moi, j'ai le souvenir en toute fin de saison, avec un plateau mesuré, c'est vrai, mais de l'avoir vu prendre le podium sur le Tour de Langkawi, qui était quand même difficile. Il a été recruté par Ineos, donc Ineos en général, il recrute pas des peintres. C'est quand même un coureur, dont on pouvait espérer quelque chose. De là à rouler comme ça sur les étapes, peut-être pas. Mais je suis pas tombé de ma chaise. Beradé, je t'avoue, non. Beradé, je savais pas ce qu'il valait, aucun souci là-dessus, il m'a surpris. Castrio, il est quand même dans une logique de progression qui moi, me choque pas. Donc, c'est quand même bien de le voir confirmer. Très bien. Bah tiens, garde la parole puisque tu veux peut-être donner un bon point autre que Cairn Pharma, si tu as autre chose, bien sûr, en rayon. Ouais, je vais en donner 2. Okay. Je vais déjà en donner un à Caden Groves. Moi, je vais en parler. Du plateau de la Vuelta, du plateau de sprinter. Il a bien fait d'y aller.
Parce que surtout, ça allait se coltiner Jonathan Milan sur le Ronnie Tour avec Philipsen. Là encore, aujourd'hui, il y avait Merlier, il y avait Coy. Il y avait tous les meilleurs sur les courses disséminées, là, à Hambourg, Fourmi, etc. Caden Groves, il a vu l'opportunité et il revient, il claque 3 victoires. Et quand tu regardes le palmarès de Caden Groves, ça commence à faire beaucoup. Si je dis pas de bêtises, il doit avoir 7 victoires sur les grands tours. Alors que intrinsèquement, si tu le mets sur la même ligne que Philipsen, Milan, Merlier, Groenewegen, Coy, il n'est pas censé en claquer beaucoup. Alpecin sur le Giro est passé à côté. C'était la première fois depuis 2021 qu'Alpecin ne gagnait pas d'étape. Le Tour, oui, il y a 3 victoires pour Philipsen, mais c'était pas un grand tour pour Alpecin non plus, parce qu'il n'y a pas le maillot vert, parce que Van Der Poel est passé un petit peu comme un fantôme et que Philipsen a quand même beaucoup perdu. Il y avait 8 étapes pour les sprinters, ça veut dire avant tout qu'il en a perdu 5. Donc là, il est arrivé sur la Vuelta avec une petite pancarte quand même. Il a perdu des sprints, évidemment. Wout a gagné des étapes. Mais bon point quand même pour lui. Et puis, je veux donner aussi un bon point aux coéquipiers de la Bora, et plus particulièrement à Vlasov. Parce que je sais ce qui m'attend. Je sais que sur le podcast débrief de la saison, vous allez m'allumer parce qu'en début de saison, j'en avais fait ma déception. Il est loin d'être la déception, il a été capital aussi dans ce dispositif de Red Bull Bora, aux côtés de Martinez, aux côtés de Lipovic, et il s'est sacrifié corps et âme aussi pour la victoire de Roglic. Donc coup de chapeau à lui, coup de chapeau à toute l'équipe. Ouais, c'est vrai que Vlasov fait un gros boulot, mais il était malade sur la fin. Je voulais juste rajouter sur Groves, c'était aussi moi mon bon point. Je pense que c'est même le plus intelligent de tous les sprinters parce que dès qu'il voit qu'il y a possibilité d'enchaîner les succès, 7 victoires quand même, 3 cette année, 3 l'année dernière, une il y a 2 ans sur la Vuelta, mine de rien. Alors je suis désolé, on va toujours taper sur nos sprinters français ou un peu méconnus, mais on aurait pu en avoir aussi ce genre de palmarès si on n'avait pas tout misé sur le Tour de France. Mais ça, c'est un autre débat. J'avais mis Dunbar aussi dedans, qui a fait une bonne Vuelta aussi avec 2 victoires. Woods qui claque à chaque fois et Van Envelt pour ses 3 premiers jours. Ça, c'était pour mes amis belges, évidemment. Sinon, les mauvais points. Qu'est-ce que vous avez ? Moi, j'en ai quelques-uns quand même. Mauvais points. Tiens, Rémi, on reprend avec toi. Alors, UAE, globalement, c'est quand même décevant. Après, oui, tu as le meilleur grimpeur avec J-Vine, tu as porté le maillot rouge une journée avec McNulty. T'as 3 victoires d'étape, du coup. Oui, avec tu as des victoires d'étape, mais bon, c'est décevant. Mais mon gros point noir, c'est Ineos globalement, mais Carlos Rodriguez Wow. est l'incarnation de ce néant d'Ineos. On l'a jamais vu. Carlos Rodriguez, normalement, il est censé batailler à minima pour le podium face à cette adversité-là. Il n'a pas existé du tout durant ce tour. Il termine quoi ? Il termine 10. Il a craqué sur la dernière. 10. Ouais. Mais non, grosse déception. Et puis Ineos d'une manière générale. Mais pour moi, Carlos Rodriguez incarne vraiment le néant de cette équipe sur la Vuelta. C'est pas la première fois qu'on met Ineos dans les déceptions. Je crois que déjà sur le Tour de France, on l'avait mis. C'est vrai que c'est compliqué en ce moment sur les grands tours pour Ineos. La grande structure. Jérémy, à toi. Rémi a dit exactement ce que je voulais dire, donc pas grand chose à rajouter. Je voulais mettre une cartouche à Rodriguez, une cartouche à Mas, mais c'est déjà fait, donc passons à la suite. J'en ai d'autres. Moi, j'ai la Visma, bien sûr, la Visma Lease a Bike. Pas de chance aussi. Ouais, mais bon. Je parle du classement. Ouais. Je pars au classement général, tu vois, on a fait le Sepkus, Kian de Brox, etc. On n'a rien vu terminer. J'avais mis quoi aussi ? Donc Euskaltel pour leur étape où ils ont roulé derrière l'échappée alors qu'ils étaient 72 devant. Ça c'est cadeau. Et j'ai mis encore la Cofidis parce que alors pas Cofidis, vraiment Guillaume Martin, je vous promets, j'avais oublié qu'il était. Je l'ai vu une fois dans l'échappée, je dis il y a Guillaume Martin et tout, et je crois qu'il est pas loin du top 15 encore. C'était clairement l'échappée pour rentrer dans le top 10, il n'a pas réussi. Non, mais attends, il fait combien Guillaume Martin ? Je crois qu'il est. 15e. Il fait 15e, voilà, magnifique. Donc, bravo à lui. Mais il est loin, je crois, d'ailleurs. Hein. Oh, c'est rien, il a que 31 minutes d'avance. Il finit juste derrière Sepkus, qui est quand même le tenant du titre de cette Vuelta. Donc, autant dire que, voilà, un très beau tour, très bonne Vuelta pour Guillaume Martin. On enchaîne avec on attaque pas, et après, on fera le quiz, ne vous inquiétez pas. Attaque de Pierre Roland encore une fois. Personne ne réagit.
On attaque pas. J'ai plein de choses à vous proposer. Donc, je disais à la Philippe chez Tudor plutôt que Total, bonne ou mauvaise idée, je voulais vous poser la question. Donc, je vous poserai la question tout à l'heure. Paul Sexas qui va pas rester chez Decathlon à G2R. En tout cas, il se pose la question. Et Vidar de l'autre côté, la pépite belge qui veut se casser de l'auto, la fuite des talents. Donc, Magnier qui gagne 3 fois au Tour de Grande-Bretagne avec la victoire de Stephen Williams. Hirschi qui gagne encore en Italie, fait une grosse fin de saison. La bataille Philipsen vs Milan au Runaway Tour avec Ekoi qui vient de gagner au Bemer Classic, qui met peut-être tout le monde d'accord, on ne sait pas, dans la bataille de la course au meilleur sprinter. Et enfin, le Tour de Romandie féminin. Je sais que ça intéresse de nombreuses personnes avec la bataille Kopecky-Vollering. Coéquipière, pas vraiment. En tout cas, on ne l'a pas vu sur ce Tour de Romandie. Voilà, il n'y a plus qu'à piocher. Jérémy, tiens, qu'est-ce que tu prends dedans? Déjà, c'est Yarno Ouidar, pour ne pas qu'on se fasse taper dessus par les Belges, puisque le W se Yarno prononce OUE. Ouidar. Donc tu me feras le plaisir de ne plus dire Vidar. Sinon, on va avoir des problèmes et on a des Belges dans l'équipe. Oui, après. Deuxième chose, effectivement, toujours interloqué par ce qui se passe chez SD Works entre Kopecky et Vollering. C'était magnifique. Alors, pour tout te dire, j'étais donc au commentaire hier du Tour de Grande-Bretagne qui est arrivé après la Romandie. Donc, je vois sur Pro Cycling Stats s'afficher l'arrivée. Je vois Vollering devant Kopecky dans le même temps. Et troisième, je crois que c'était Realini qui arrivait à 30 secondes. Bon. Et je me dis, ils ont dû arriver main dans la main. Mais je vais quand même, dans le doute, je vais quand même voir le replay. Et là, je vois qu'elles ont failli se mettre par terre encore. Et j'ai revu l'Estrade Bianche de l'année dernière. Donc je me dis, bon, il y a un moment donné, quand même, là on est sur le Tour de Romandie. Kopecky était quasiment assuré, pas de gagner, mais au moins d'avoir le jaune, puisqu'avec les bonifs, vu qu'elle avait pris des bonifs la veille, même en perdant l'étape, elle aurait pu avoir le maillot jaune. On aurait pu s'entendre comme ça. Non. Et alors, rien n'oblige deux coéquipières à se faire des politesses, etc. Mais après ce qui s'est passé sur le Tour, après cette étape où Vollering tombe, où elle est attendue que par Bredevold, où Vibos fait mine de pas savoir, elle va sprinter pour faire 8. Où Catablancavas va jouer la victoire d'étape. Super, ils ont gagné une étape, mais à l'arrivée, ils perdent le Tour pour 4 secondes. Mais je trouve que ça leur fout un petit peu mal pour la meilleure équipe du monde. Alors tout va bien, ça finit bien, elles font le doublé à l'arrivée. Mais vivement quand même que Vollering s'en aille. Et puis, petit pied quand même par rapport à Pidcock, puisque tu ne l'as pas proposé, mais il a fait une sortie désastreuse ce matin ou hier soir, en taillant l'équipe Ineos, en disant que Ineos était un frein à sa progression, qu'il se passait beaucoup de choses en interne qui ne lui plaisaient pas. Allez la lire, c'est complètement lunaire. J'ai pas lu et j'ai envie de la lire. J'irai voir juste derrière. Écoute, je pense que l'attaché de presse d'Ineos a dû passer une belle petite nuit hier soir. Je suis pas sûr qu'elle était d'accord pour cette interview. En tout cas, je suis pas sûr que c'était le but au départ. Rémi, alors tu veux parler de quoi dans tout ça? Est-ce qu'il y a quelque chose qui te donne envie? Il y a plein de choses qui sont, plein de choses qui sont intéressantes. Bon, les 3 victoires de Paul Magnier, ça c'est très bien. Oui, j'ai noté, que le Tour de Grande-Bretagne, mais ça fait vraiment plaisir. J'arrive pas à choisir entre Alaphilippe et la fuite des talents. Alaphilippe, très rapidement, est-ce que bonne ou mauvaise idée? J'ai pas vraiment d'avis parce que Tudor, Total, je pense que c'est la même chose. Enfin, c'est globalement la même chose. Et je pense que Alaphilippe a pas envie d'aller dans une équipe française, je pense. C'est mon avis, là-dessus. Peut-être que je me foire complètement, mais des touches avec des équipes françaises, il y en a eu un paquet ces dernières années pour Julien et ça n'a jamais abouti. Alors, il a été fidèle à la Quick-Step pendant toutes ces années aussi. C'est vrai qu'il n'avait pas forcément cette envie, peut-être cette idée de quitter la Quick-Step et la structure de Patrick Lefebvre avant. Bon, Tudor, c'est une équipe qui s'est montée, là, qui existe depuis cette année ou l'année dernière, je ne sais plus. Bon, c'est vrai qu'ils recrutent à tour de bras. Pourquoi pas, il faut voir sur quelle course ils seront invités. Mais c'est la même chose chez Total Energy, donc de toute façon, ça aurait été un petit peu la même chose. Alors oui, ça t'ouvre plus facilement les portes des grosses courses, mais Total Energy n'a pas vraiment besoin de ça de toute façon. Je sais pas si une bonne ou une mauvaise idée, mais pour moi, c'est vraiment la preuve que Julien n'a pas forcément très envie d'aller dans une équipe française, peut-être parce qu'il n'a pas envie qu'il y ait toute cette pression du Tour, peut-être. Ouais, moi je pense que cette obligation de briller sur le Tour alors qu'il y a tellement de belles courses tout au long de la saison. Peut-être je me foire complètement. Faudra peut-être lui demander un jour après sa carrière, mais moi j'ai vraiment cette impression-là.
Moi, je pense qu'en fait, en effet, il veut s'acheter une tranquillité aussi parce que quand tu signes chez Tudor, tu sais que tu vas faire aussi des courses un peu plus exotiques que Total Energy, où tu vas faire le Grand Prix de Fourmi, j'en sais rien, où là, tu es sûr que tu es la star et que quoi, tu dois regarder, j'ai rien contre le Grand Prix Est-ce de que Fourmi. Tudor fait Paris-Chauny? Non, mais Paris-Chauny, voilà, par exemple. Course exotique et tu parles du Grand Prix de Fourmi. Non, non, Moi, je mais pense alors, que- non, mais je parle pas. Quand je dis exotique, je parle pas du Tour de Langkawi, mais c'est des courses, on va dire, j'enlève ce mot et je dis à l'extérieur de la France. Voilà ce que je dis à l'étranger. Et donc, du coup, à partir de là, tu as un peu moins de pression, surtout que Tudor, c'est une équipe un peu méconnue. Je pense que, voilà, médiatiquement, déjà, tu auras moins de complications. Puis après, je pense qu'il sera libre, il a une liberté totale dans une équipe qui va quand même bien recruter. Un Chi devrait arriver. Donc, voilà. Ce que j'en pense. Est-ce que vous avez d'autres choses à dire ou est-ce qu'on passe au quiz? Comme ça, on termine en beauté cette émission. Enfin, en beauté, je sais pas, parce que c'est Jérémy qui a préparé le quiz. Donc, ça fait un petit moment. Tu devais être rouillé, je pense, non? J'étais rouillé, mais j'ai été plutôt sympa ce soir. Bon, bah on verra ça tout de suite. Ce quiz est une dictature orchestrée par moi-même. J'ai pas compris la question, c'est. Alors, de quoi ça parle? Quel est le thème? Quelles sont les règles? Thème innovant, on n'a jamais fait. Le thème, c'est simple, c'est ils ont gagné au moins 3 fois en 2024. Donc je suis allé piocher des coureurs et des coureuses, évidemment, qui ont gagné à minima 3 fois depuis le début de l'année. Ce qui va se passer, c'est que je vais vous donner à chaque fois 3 victoires. Aïe, 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 aïe. Si vous trouvez le coureur ou la coureuse à l'issue de la première proposition, ça fait 3 points. Si vous attendez la deuxième, ça fait 2 points. Si vous attendez la dernière, ça fait 1 point. À noter que le chat peut jouer évidemment, Johan, sauf que, vu que le chat a toujours un avantage de jouer en illimité, on va bloquer le nombre de propositions pour vous comme pour le chat à 2. C'est-à-dire que dès que le chat s'est planté 2 fois, c'est fini pour le chat. Ok, très bien. Bon, ça va. Ce soir, il n'y a pas grand monde pour notre tour, donc je pense que ça devrait aller pour 2. Donc, attention de ne pas raconter n'importe quoi à tour de bras. Ok. Bon, vous allez voir, hein, c'est quand même plutôt facile. Allez, il y a peut-être un coureur plus difficile. Et puis chez les filles, c'est facile. Donc normalement, ça devrait partir dans tous les sens. On commence, premier coureur, vainqueur de Milan-Turin. Vainqueur des boucles de la Mayenne. Lenny Martinez? Non. La boucle de la Et Mayenne, vainqueur je dis n'importe quoi. Pardon, j'étais sur les boucles de l'Ardèche, pardon. C'est Bétiol. Bétiol, bonne réponse de Johan Tritz. Yes. N'importe quoi. Et pas sur Ça fait Milan-Turin, 2 mais points. sur les boucles de la Mayenne. Ça, c'est pour le terroir. Ça fait 2 points donc pour Johan Tritz. Et la classique Grand Besançon Doux. Le Trofeo Leguelia. Bah, c'est Martinez. Là, c'est Lenny Martinez. Voilà, effectivement. Rémi. Et je pensais que tu allais me le choper parce que j'avais un doute sur Besançon-Doux entre Mais- Godu. Mais pareil. Putain. 4 pour Johan, 0 pour le chat et 0 pour Rémi. Ça, c'est peut-être un petit peu plus dur. La 4e étape du Tour de Romandie. La 17e étape du Tour de France. C'était dans les Alpes, pour ceux qui resituent. Et enfin, le championnat d'Équateur du chrono. Ah, c'est Carapace. Carapace, bien sûr, En fait, 5e point. Je l'avais dès le deuxième en me disant que c'est le seul à avoir gagné dans les Alpes à part Pogacar. C'est pour ça que je me suis dit, ça doit être sûr, c'est Carapace, mais j'ai hésité. Ça aurait fait un point de plus. Hein. Ouais, Puis je j'ai rappelle hésité. que vous avez 2 possibilités de réponse. J'ai Exceptionnellement. hésité. Le Tour de Suisse. Le Tour d'Oman. Adam Yates. Adam Yates, bien sûr. Ah. 9e étape de la Vuelta également. Ça fait 2 pour Rémi Dos Santos et 5 pour Johan Tritz. La Faune Drone classique. Pas facile, mais les deux qui suivent le sont beaucoup plus. La Sayuso. Classica San Sebastian, tu as dit, Johan? Je dis Ayuso, mais Non, tu n'as plus qu'une possibilité de réponse. Hirschi, la Classica. Hirschi, exactement, Ouais, qui a non, remporté mais je suis également la bête. Bretagne classique. Ça fait 2 points de plus pour Rémi Dos Santos, 5-4-0. je crois que c'est l'année dernière qui gagne la Faune Ardèche, non? Le dernier homme, comme il est plus dur, je vais doubler les points. Oh là là. Ah, Il a gagné le Tour of Hainan, le Tour d'Hainan en Chine. Fuse. Il a gagné le championnat d'Océanie du chrono.
Et il est également champion national de Nouvelle-Zélande. Moi, j'avais George Bennett comme ça. C'est pas George Bennett. Waouh. Je rappelle les victoires. Le Tour d'Hainan, le championnat d'Océanie du chrono et le championnat en ligne de Nouvelle-Zélande. Il y a Mathurin 45 qui donne pity. Non, c'est pas Mais bon. je Plus qu'une pense- réponse pour le chat. Strong. Non, c'est pas Corbin Strong, c'est bien joué, mais c'est moins connu. Hein. Comme il est dur, je double les points Ouais. pour ça. Évidemment. Ouais, il faut trouver un néo-zélandais. J'hésite. Bon, je vous donne la réponse, parce C'est- que je pense que vous ne l'aurez pas. Tash Jones. Genre un truc. Aaron Gate. Oh non, mais celui. Qu'est-ce qu'il a recruté? C'est Astana en plus qu'il a récupéré pour les points. Aïe, 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 non, c'est ma faute. On passe aux dames. 5-4-0 Ah oui, j'avais toujours. oublié. Oh là On là. cherche la vainqueur de la Bretagne, du Bretagne Ladies Tour, pardon. Pas la Bretagne classique, ça c'est Bredevold. Là, on cherche le Bretagne Ladies Tour. Non, mais je l'ai regardé en plus. On cherche la vainqueur de Liège-Bastogne-Liège. On est bête ou quoi? Bretagne Ladies Tour. Liège-Bastogne-Liège. C'est Grace Brown? Grace Brown. Ah oui! Bonne Oh. réponse Ah, c'était de cette Johan. année qu'elle gagnait. Putain, Eh ouais, mais je suis fou. ça a été donné dans le chat juste au moment où j'ai donné. Pour ne pas tricher, j'ai vu derrière Théo64BS qui a dit Brown derrière et Nathan de S qui avait bon aussi. Je donne 2 points à Johan Tritz et 2 points pour le Ouais, chat, ce qui c'était fait donc vraiment la seconde. 7-4-2. Plus dur. La Venendal classique. Pouah. Venendal. Le championnat des Pays-Bas du chrono. Ok. Déjà plus facile. Et c'est Van Dyke? Et c'est pas Helen Van Dijk, qui malheureusement a été blessée pendant les championnats du chrono. Et on cherche également la vainqueur de la 3e étape du Tour de Romandie. Oh là là, c'est dur. La 3e Ah, étape. attends, si, c'est Ryan Marcus, le chrono. C'est Ryan Marcus, Ah. et c'était aujourd'hui. Ouais, ouais, Ça mais fait c'est- 1 point donc pour C'est- Rémi Dos Santos, 7-5-2. Bien joué, bien joué. Nous cherchons désormais la vainqueur de Bruges de Panne, qui a également remporté le trophée Alfredo Binda. Et comme autre victoire, 2 étapes, la première et la 4e, sur le Tour de la communauté de Valence. Je tente Van Empel. C'est pas Van Empel. Bruges de Panne, Alfredo Binda et 2 étapes sur le Tour de la communauté de Valence. Ah, me Et je vais vous rappelle rajouter pas. encore un indice, elle a gagné également une étape du Tour de Romandie. Ah là là, j'ai. Borghi. Non, Ah non. Ah, elle a gagné une étape de c'est vendredi c'est au sprint Kopecky. devant le Kopecky. Au sprint. Mais j'allais dire Kopecky, moi, mais en fait. Du coup, non. Bon, c'est trop tard. C'était Elisa Balsamo. Ah, Elisa! Mais je m'en. Ah, j'ai un demi-point, j'ai la nationalité. Oh là là, j'avais. Tu as un demi-point en moins si tu essayes de me corrompre. Le Bruges de Panne, j'avais 7-5-2, donc c'est fini pour le chat. Ça va jouer entre Rémi et Johan. Vous connaissez les règles. La dernière question prévaut en cas d'égalité. Donc Rémi, tu peux encore gagner si tu chopes les 2 points. Mais c'est pas facile parce qu'on cherche la vainqueur de la classique Durango. De vrai nom, Emma Kouren, Durango, je ne sais quoi, mais c'est la classique Durango. On cherche également la vainqueur de la classique de Valence. Si tu veux gagner, Rémi, c'est maintenant. Ouais, bah. Et si tu ne veux pas gagner, il faut attendre le dernier indice, qui est donc la 6e étape du Tour de France Femmes. C'est Kerbal! Oh, Cédric Carbol. Le point pour Johan Tritz qui gagne le quiz. Je sentais que c'était une française et j'étais pas sûr, hein, je suis jamais sûr de moi, mais bon, malheureusement, je remporte ce quiz. Merci beaucoup et ça fait plaisir de nous voir de retour. Je reviens, je fais pas le quiz, je gagne, c'est beau. Bravo, Johan. Dites-nous, on va s'arrêter là-dessus, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Je voulais faire des paris championnat d'Europe, mais en fait c'est tellement le bazar, on sait plus qui a. Allez, allez, on laisse ça aux autres, on regardera ça. Hein. On regardera ça, on fera un petit débrief si on a le temps des championnats d'Europe. En tout cas, ça fait plaisir d'être de retour, de parler un petit peu avec vous de vélo. Merci au chat d'avoir été présent ce soir pour cette nocturne, on va dire. Après la Vuelta. Et puis on se retrouve à une prochaine. Au revoir Jérémy. Au revoir Rémi à l'année prochaine pour vous. C'est tous les 6-7 mois, non? Moi, je reviens. Au revoir,
avant Paris-Roubaix. Ah, c'est bon alors. Et Jérémy, 4 mois de vacances Wow. aussi? Ouais, non, 10 jours, ce qui est déjà pas mal. Mais du coup, à la semaine... dans 2 semaines. Ah, ok, très bien. Allez, salut les gars, Voilà. salut à tous. Ah si, quand même. Ah, Important de dire, avant de partir, qu'on va reprendre cette année les podcasts cyclocross. Ah oui, On s'interroge quand même avec Anthony, enfin c'est surtout Anthony qui s'interroge, parce que moi ça m'a pas trop préoccupé, mais je l'ai senti quand même très impliqué dans cette histoire, sur le fait de le faire soit sur Twitter, soit sur Insta. Donc l'animal a fait un sondage sur Twitter et un sondage sur Insta. Sur Twitter, 85% des gens votaient Twitter, et sur Insta, 85% des gens votaient Insta. Donc débrouillez-vous avec Il ça. a Je sais pas compris que les gens avaient des. il a essayé sur Facebook pour voir s'il pouvait pas faire un live Facebook. Attends, mais le mec il m'envoie Voilà. des messages depuis le mois de juillet pour me dire on va reprendre les podcasts cyclocross. Mais grand, tes cyclocross c'est au mois de décembre, arrête de me faire chier en fait. Non, ça reprend le 12 octobre hein, à Bérigol. Ouais, j'abuse, mais bon, il j'abuse. reste encore plus d'un mois, donc tranquille. Alors, mais il est à fond. C'est sur le ballon. Hein. Et du coup, fin de l'histoire. Vous êtes sûr quoi? Eh ben, je sais pas. Moi, j'ai pas de nouvelles depuis. Je sais pas où on les fait. On les fera, mais je sais pas où. Eh ben voilà. On Mais peut s'arrêter J'avais dit que les gens de Chambly étaient bizarres. Hein. Ah ouais, t'as raison, ils sont bien bizarres. Bon, bah, alors, à bientôt sur Twitter, Instagram, Facebook ou autre plateforme, en tout cas, si vous voulez suivre le cyclocross, ça sera au mois d'octobre. Et nous, on restera sur Twitch, sur YouTube et bien sûr sur toutes les plateformes audio que vous connaissez. Allez, salut tout le monde et bonne soirée. Ciao, ciao.